Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode déjà des Sportifs vous régalent. Nos deux spécialistes sont toujours présents avec nous. Élise, bonjour. Bonjour Gordon. Tu as des couleurs, Élise, tu reviens d'un stage, Oui, je paraît-il. suis partie à Montegordo et j'ai pris un petit peu de couleur. Ben, ça se voit, il a toujours des couleurs aussi, hein, Hugo. Ouais, peut-être pas tout le temps, mais en tout cas il est toujours présent avec le sourire. Bonjour Hugo. Ouais, content d'être ici, hein, comme toujours. Et donc aujourd'hui vous nous avez amené un invité tout à fait spécial, hein. Il a été presque plus vite pour venir ici que quand il court un marathon. Bonjour Amaury. Bonjour Gordon. Voilà, donc Amaury, tu es un coureur, un athlète, tu as gagné à plusieurs reprises, notamment les 20 km de Bruxelles. Tu viens de remporter le marathon de Namur. Quelle est la dynamique actuelle en sachant que tu fais partie de cette belle dynamique One plus 1 tout Paris, tout 2024. On est dans une bonne dynamique, on est confiant pour aller chercher cette qualification pour pouvoir peut-être participer aux Jeux Olympiques. Confiant, je ne dirais pas. Après, on va tout mettre en place pour essayer de se donner la chance d'être qualifié. On va tout tenter à Valence en décembre pour essayer de faire les minima pour Paris 2024 et on verra ce que le sort nous réserve. En tout cas, on l'a vu lors des précédents épisodes. Nos deux spécialistes sont ici pour te faire passer un cap aussi, hein. Ça va alors. On va essayer, hein. On va essayer. On est là pour ça. Avant ça, on va d'abord essayer d'apprendre un petit peu plus sur ta personne. Donc je t'invite pour la célèbre séquence, hein, devenue un petit peu culte finalement. Bouche le trou, close the gap en anglais, c'est bien ça? C'est bien ça, c'est bien ça. Je t'invite, Amaury. Donc, je m'appelle Amaury Paquet, j'ai 32 ans et je pratique l'athlétisme depuis une grosse dizaine d'années. Ce que j'adore dans le sport, c'est le surpassement de soi, mais ce que je déteste, c'est la jalousie. Mon crush sportif, c'est Nicolas Navarro. Cuisiner pour moi, c'est galère. De manière générale, j'ai une alimentation plutôt saine. L'aliment que je surkiffe, c'est l'houmous. L'aliment qui me fait faire des grimaces, c'est les épinards. Ma Madeleine de Proust, ce sont les crêpes à la cassonade. Mon petit plaisir coupable, ce sont les sucreries, les chics. Mon cheat meal, ce sont les pizzas. Alors le meilleur plat pour un date réussi, ce sont les pâtes froides. Bien voilà, donc une séquence qui finalement m'apprend qu'on possède un point commun au niveau du cheat meal, Amaury. Les pizzas, on adore ça, hein. C'est peut-être pas ce que vous allez préconiser, vous, avant une compétition, j'imagine. Pas avant une compétition, non, mais après. Après, oui, pourquoi ouais. pas. Et je Peut-être suis un pas grand juste fan après. je suis un grand fan de la pizza aussi, donc on est trois. Je sais pas, Elise. Ouais, je suis fan Allez, aussi. ouais. Quelle pizza en particulier? Ah, avec du prosciutto, hein. Ah, prosciutto, la base. Justement, on va en parler un petit peu plus en profondeur au niveau de la nutrition. Quelle est ta relation, toi, avec l'alimentation d'une manière générale, puisque tu es un sportif de haut niveau, Amaury? Alors ça, c'est vraiment le point qui a amélioré. Niveau alimentaire, je ne cuisine pas beaucoup, c'est plus madame qui cuisine. Du coup, elle essaye de s'adapter à moi. Et du coup, voilà. Mais sinon, c'est un point à améliorer vraiment pour moi. Mais tu possèdes quand même une habitude au niveau de l'alimentation. J'imagine que tu essayes de rester le plus sain possible. Mais à mon avis, oui, comme tu le dis, tu as peut-être encore un petit cap à passer. C'est pour ça aussi que nos spécialistes sont là, j'imagine. J'ai un petit cap à passer. Avant les épreuves, on va dire que ça va. Mais c'est vraiment après les entraînements, quand on a fait des longs entraînements, on a souvent envie de recharger les batteries. Et il faut vraiment, à ce temps-là, il faut vraiment manger les bonnes choses et pas aller craquer pour des sucreries ou des choses comme ça qui ne sont sans doute pas bonnes pour la récupération. Et est-ce que tu es suivi par un diététicien ou une diététicienne pour justement avoir des conseils alimentaires? Alors oui, je suis suivi par Damien Poquet. Après, il faut réussir à suivre quand même tout ce que les spécialistes de la nutrition disent, parce que ça, c'est quand même un peu plus compliqué. Après, on essaye toujours de garder bien les protéines après l'effort et recharge glucidique quand les efforts sont assez longs. Voilà. Et est-ce que madame, justement, suit les recommandations de ton diététicien? Elle essaye, mais c'est dur parce qu'elle elle ne fait pas de sport, donc elle aime mieux manger des cheat meals, comme Gordon a dit. Mais après, les pizzas, je pense qu'on est encore dans le bon cheat meal. En tout cas, nous, c'est ce qu'on mange souvent quand on fait des repas entre athlètes, quand c'est un repas moins ça. Alors justement, tu nous parlais que tu n'avais pas spécialement de diététicien qui te suivait au quotidien. On a justement Hugo qui a apporté une petite pince ici. C'est un exercice auquel tu participes également. Tu veilles à ton poids de forme ou comment justement tu gères ça puisque tu travailles un petit peu solo? Oui, ça je l'ai fait une seule fois, il y a déjà assez longtemps. Je jauge vraiment en fonction de mon état. Si je vois extérieurement qu'il y a un truc qui ne va pas, là peut-être que j'irai voir plus spécialiste ou que je ferai
en tout cas plus attention. Mais là, je pense que je vais peut-être avoir peur du chiffre qui va sortir de la pince. On le fera tout à l'heure. Hugo, toi, pour maintenir ce poids de forme, quels sont tes conseils d'une manière générale? Oui, ben comme le dit Amaury, c'est pas toujours facile. Moi, je pense, et par rapport à ce qu'il a raconté là, peut-être qu'il ne consomme pas assez de glucides durant l'effort, ce qui fait qu'il rentre affamé de l'entraînement et qu'il a tendance parfois à vouloir vider le frigo. Et c'est certain que quand on s'alimente un peu plus durant l'effort, on rentre moins affamé après à la maison et peut-être qu'il est plus facile l'après-midi, la soirée après l'entraînement de mieux gérer ces sensations de faim. Justement, on va aller chercher un petit conseil avec nos spécialistes. Ton rituel d'alimentation juste avant une compétition, qu'est-ce que tu manges? Amaury, alors il pourra apporter toutes les petites facettes du métier pour pouvoir justement peut-être améliorer ou approfondir un peu plus le sujet pour toi. Donc c'est quoi ton rituel d'alimentation? La veille ou vraiment? Vraiment avant la compétition. Juste avant la compète, bah, c'est 3 heures, avoir fini 3 heures avant la compète. Je mange souvent ces gâteaux sport ou Energy Cream, donc de la crème chocolatée. En assez grande quantité pour pas justement avoir faim pendant l'épreuve, et je reprends du sucre alors 30 minutes avant de commencer la course pour essayer justement de ne pas avoir un petit coup de mou d'après ce que j'ai entendu, c'était un peu mauvais. Après, Mais c'est vraiment bien de prendre le gâteau sport parce que c'est un gâteau énergétique qui justement peut remplacer le petit déjeuner ou que tu peux prendre en collation avant ta compétition. Et ce qui est, c'est qu'il est très digeste, donc c'est bien si le sportif a des soucis de digestion, surtout avant une compétition, il peut être assez stressé. Et c'est facile aussi à transporter si jamais tu as une compétition à l'étranger. Et si jamais tu manques de temps pour préparer un repas correct, tu peux alors juste prendre ton gâteau sport. Tu peux le faire maison, donc ça c'est facile à faire. Ou alors tu peux acheter une pâte toute faite dans le commerce. Mais évidemment, il faut toujours le tester à l'entraînement avant de l'utiliser en compétition, parce que même si c'est digeste, la tolérance digestive est variable d'un sportif à un autre. On parlait justement de digestion, donc avec ton explication. Tu as une expérience à nous partager, peut-être une mauvaise expérience avec la digestion en course? je ne pense pas que ce soit tant la digestion. Après, si souvent avant une course, on essaye, on va dire, de se vider parce que pour être un peu plus léger, et quand on n'a pas le temps de se vider, excusez-moi l'expression, du coup c'est arrivé, j'ai dû le faire j'ai dû m'arrêter pendant le marathon de Namur pour justement m'alléger, on va dire. C'est quelque chose qui ne m'a pas Délicat. qui ne m'a pas nui en termes de performance. Oui, J'ai quand même remporté il a gagné quand même hein, la la course. classe. Donc en pleine course, durant le marathon de Namur, tu t'es arrêté et tu as quand même remporté la course. Oui, 2 fois. Ok, chouette anecdote. Ouais. J'ai trouvé une petite toilette sur le parcours. Ok. Donc, Ton nom y est inscrit du coup, non? j'espère que la personne suivante a tiré la chasse en tout cas. Ça prouve l'aisance, en tout cas, de pouvoir se permettre d'aller se soulager comme ça en pleine compétition. Hugo, ça t'est déjà arrivé sur le vélo, toi, de devoir te soulager On le sait que les cyclistes ont parfois tendance à se soulager à même la Heureusement, bicyclette, mais est-ce que tu as dit ça m'est jamais arrivé en pleine course en tout cas, mais ça arrivait à quelques champions sur le vélo, hein, notamment Tom Dumoulin là, lors du Giro victorieux. Je pense que c'était en 2017, où il avait dû s'arrêter juste avant le Mortirolo et qu'il avait quand même réussi à limiter la casse et finalement remporter le Giro à la fin. Ouais. Oui, justement, avec ce rituel alimentaire, toi, puisque tu n'avais pas forcément de diététicien, tu as été le chercher où, ce rituel? Tu l'as acquis via les champions que tu suis, ceux qui sont un petit peu tes idoles. Explique-nous un petit peu comment tu as appris à pouvoir t'alimenter pour aller sur tes compétitions. L'avant-compétition, c'est des produits assez connus et qui ont été testés au préalable. Donc, c'est vraiment par essai-erreur. Parfois, ce n'est pas ça si c'est des compétitions de moindre importance. Là, je ne fais pas spécialement attention que quand c'est vraiment un gros objectif. Mais là, c'est vraiment par essai-erreur, ce qui passait le mieux. Et alors, si on a le temps de cuisiner, je fais plutôt le gâteau sport. Mais si j'ai pas le temps, c'est plus la crème chocolatée qu'on sait mélanger direct en voiture ou si c'est une course à l'étranger. Et une course à l'étranger, tu vas bientôt d'ailleurs justement te rendre en Espagne, à Valence, où tu vas tenter en tout cas d'aller chercher cette qualification pour pouvoir te rendre à Paris. Comment on appréhende une compétition de ce style? Là, ça va être une préparation de longue haleine. On va essayer de surtout pas se blesser. Là, l'alimentation, je pense qu'elle devrait être revue et améliorée, on va dire. Et après, on va vraiment tout donner pour essayer de faire les minima ou alors d'être qualifié via le ranking en fonction de ce que font les Belges
mes adversaires. Et donc tu parlais justement de se blesser, on parle alors d'inflammation, Hugo. Si je ne me trompe pas, comment on gère justement l'inflammation avant une compétition, avant une grande échéance qui approche? Moi, ma question, c'était de savoir si tu avais pu parler de ça avec ton diététicien, si il avait pu mettre en place ou te donner des recommandations par rapport pour limiter justement l'inflammation. Moi, j'avais eu une liste de produits j'ai plus le nom. Acidifiant. Acidifiants, oui, mais il y a des produits qui sont difficiles à supprimer. Je pense que les tomates non, étaient dedans, ou en tout cas le ketchup était dedans. Ouais, Et ça, c'est la sauce qui, moi, T'aimes bien le ketchup? c'est la sauce que je pense la moins mauvaise Ouais. si on utilise de la sauce. Ouais. Et du coup, ça, j'ai des fois du mal à passer à côté, surtout quand les repas sont assez secs parce que je cuisine. Non, mais c'est clair que pour limiter l'inflammation, ce qu'on préconise souvent, ce sont les apports en oméga 3 que tu retrouves dans les huiles, donc comme l'huile de colza, l'huile de cameline, les graines de lin également. Il y a aussi des œufs qui contiennent pas mal d'oméga 3, ce sont les œufs du label Columbus, donc je ne sais pas si tu connaissais, mais donc des aliments assez intéressants pour limiter un peu l'inflammation après l'effort ou même en prévention avant l'effort. Oméga 3, ça j'avais déjà entendu, mais les œufs, là, Voilà. je ne connaissais pas du Tu as tout. appris un petit truc. Voilà, un petit truc déjà, je vais le noter. Mais par contre, il faut faire attention parce que certains aliments ont une saveur acide mais sont basifiants pour l'organisme. Par exemple, le citron a une saveur acide, mais en fait, il a une action basifiante sur ton corps. Donc il ne faut pas se fier à la saveur de l'aliment en fait, pour savoir s'il a une action basifiante ou acidifiante pour l'organisme. Bon, il va falloir contacter nos spécialistes pour pouvoir aller à Valence et décrocher, on espère, cette qualification. C'est l'ambition claire depuis le début de la saison? C'est l'ambition déjà depuis presque 1 an et demi, depuis que j'ai raté les qualifs pour Tokyo de peu. Là, c'était focus sur le marathon de Valence. Je pense que c'est la course la plus aboutie pour faire ce résultat. Il y a de la densité, elle est assez rapide et normalement, on peut faire une prépa automne qui est assez bonne en Belgique normalement. On va te tester maintenant sur le petit quiz. Je pense qu'on peut passer à ça. On va voir justement si tu es prêt pour Valence, mais on va d'abord voir si tu es prêt pour ce fameux quiz parce qu'on espère pouvoir apprendre pas mal de choses. Hugo, on va poser directement la première question à Amaury. Est-ce que pratiquer le régime dissocié scandinave est la meilleure solution alimentaire avant un marathon? Et je pense qu'il faut d'abord, Hugo, expliquer ce qu'est le régime scandinave. Le but, c'est de le piéger un petit peu, si je l'explique. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on va d'abord essayer de répondre. J'imagine qu'Amaury a tous les tenants et les aboutissants par rapport à ce terme. Alors moi, je l'ai déjà réalisé sur 2 marathons, mais je ne le ferai plus parce que je pense qu'il y a trop de troubles digestifs avec ce régime. Et le prochain, je sais déjà, je vais juste doubler la quantité de glucides la veille de la course de 10 à 20 grammes de sucre par poids corporel. Donc en gros, 60, on sera normalement 1200 grammes de glucides. C'est précis, c'est précis. Enfin, en tout cas, c'est déjà le travail. Après, on va voir ce que disent les spécialistes. On a répondu faux, donc exactement, l'analyse des spécialistes. J'y vais. Vas-y, tu peux commencer. Donc, en effet, c'est faux. Par contre, si tu avais dit vrai, tu aurais pu répondre vrai si l'on t'avait proposé le régime scandinave modifié, que finalement tu as expliqué toi-même à la fin, où J-6 à J-3, il n'y a pas une restriction des glucides, donc c'est un régime normoglucidique, donc avec une teneur en glucides normale. Et comme tu l'as dit, le jour avant ou 2 jours avant, il y a à ce moment-là une augmentation des glucides. Donc ça, c'est le régime scandinave modifié qui, là, est vraiment conseillé à cette époque-ci. Le régime scandinave, je vais dire traditionnel, donc le but, c'était vraiment de limiter les glucides avant justement de refaire une surcharge. Et comme tu le dis, il y avait beaucoup de risques de désordres intestinaux durant cette période, de par du coup un apport en protéines et surtout en lipides plus élevé, en plus des macronutriments, ou en tout cas dans cette quantité-là, les sportifs ne sont pas forcément habitués. Dans une période aussi où les sportifs sont encore susceptibles de faire des entraînements assez longs, et donc où les glucides sont quand même la principale source d'énergie. Donc finalement, le rapport bénéfice-risque n'était finalement pas très avantageux, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle plus
Et c'est ce régime-là qui est plus favorisé, donc le régime scandinave modifié. Donc bonne réponse. Chapeau à Amaury. Voilà. Allez, Bravo. un bon point. Donc. Ah bon point. On va passer à la deuxième question. Donc, l'eau permet-elle de stocker les glucides sous forme de glycogène, Amaury? Alors, voilà, je pense que ma réponse, aucune réponse à donner, je ne sais pas du tout. Du Ça, j'avoue. hasard, alors. Oh là là. Il faut tenter quelque chose. C'est comme une attaque, Ouais, je dirais quand on oui. n'a pas les capacités, Je on tente dirais quelque oui, chose. je dirais oui, mais, Ouais, mais je ne c'est sais pas exact. pourquoi. Lise, En fait, il faut savoir qu'un gramme de glycogène est stocké avec 3 grammes d'eau. Et donc, c'est vraiment important que le sportif soit hydraté pour bien stocker le glycogène, parce qu'en fait, des bons stocks de glycogène sont corrélés positivement avec une bonne hydratation. Et le glycogène, c'est ce qui va permettre justement de te fournir l'énergie durant l'effort. Donc, c'est vraiment important de bien s'hydrater. Une chose, voilà. Ouais. On en apprend des choses, hein, Amaury. Ouais, et là, et quelle eau? Une eau spéciale ou de l'eau traditionnelle, ça peut faire l'affaire? Oui, de l'eau traditionnelle. Bon, après, évidemment, éviter tout ce qui est boissons énergisantes, boissons alcoolisées, les sodas, etc. Allez, troisième affirmation. Les nitrates, on reste dans cette oxygénation des muscles. L'affirmation est-elle, les nitrates favorisent-elles une bonne oxygénation durant l'effort, Amaury? Ça, oui. 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 Certain, là il est certain. Il est plus sûr de lui. il est plus sûr. Les termes que tu en... Enfin, Comme tu dont peux le remarquer, parles, c'est pas aussi simple pour moi de pouvoir en Ouais, parler. mais, hein. bah, moi non plus, mais je l'ai déjà entendu. Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois, avant les épreuves, en tout cas, j'ai déjà testé le jus de betterave, qui est riche en nitrate, que je prends des fois 3 heures du coup avant l'épreuve, en le gardant en bouche et en le faisant macérer en bouche, parce qu'il paraît que ça a d'autres propriétés, mais ça, les experts nous le diront. Élise, je vois que tu veux intervenir là-dessus. Oui, je peux intervenir. Donc en fait, les nitrates vont être transformés en nitrites par les glandes salivaires. Donc voilà la différence entre nitrate et nitrite. Et puis tu as les nitrites qui, au niveau de l'estomac, vont être transformés en oxyde nitrique, justement par l'acidité de l'estomac. Et en fait, c'est cet oxyde nitrique qui est réputé pour avoir justement des effets bénéfiques sur la performance, parce que cet oxyde nitrique possède notamment des propriétés vasodilatatrices. Et donc, c'est ça en fait qui favorise une bonne oxygénation de tes muscles durant l'effort. Et alors, pourquoi le jus de betterave est si populaire chez les sportifs? C'est parce que justement, il contient beaucoup de nitrates. Et en fait, c'est ce qui va permettre d'augmenter les concentrations sanguines en oxyde nitrique et justement de bénéficier des effets ergogéniques de l'oxyde nitrique. Mais par contre, en fait, on constate que chez tous les athlètes d'élite, on ne retrouve pas spécialement les effets ergogéniques du jus de betterave, parce qu'un athlète d'élite a déjà une consommation maximale d'oxygène importante. Et donc, c'est important que l'athlète d'élite teste ce supplément à l'entraînement avant de l'utiliser en compétition, parce que s'il n'a pas d'utilité, ça ne sert à rien de l'acheter. Après, c'est dur sans doute de jauger la différence, savoir si ça fait vraiment quelque chose. Des fois, c'est juste dans la tête qu'on utilise ça, en tout cas moi. On va revenir justement sur ta fameuse pince. Hugo, tu as d'ailleurs fait des tests sur des élèves, hein, puisque tu es maintenant professeur aussi de diététique. Hein. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Donc, ça a été une séquence du cours assez sympa, parce qu'au lieu de lire les slides, c'était un petit peu plus pratique, et donc ils ont apprécié. Et je vois que tu aimes bien la pince. J'adore. Je la crains en fait un petit peu aussi, finalement. Ouais. Donc tu aimes en parler, mais tu n'aimes pas être diagnostiqué, je veux dire. C'est ça, l'affirmation donc, Amaury, pour la dernière petite question. 5% de masse grasse est la limite minimale du taux d'adiposité chez l'homme marathonien. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je pense que oui, je pense que c'est vrai. Je sais qu'en dessous de ça, je pense que c'est mauvais. Après, je n'en sais pas plus. Ça, c'est pour moi, je te pose la question. Au-dessus, sans doute au-dessus de 10, là, ça devient mauvais. Compliqué. En tout cas, pour un marathonien, pour performer. Mais je pense qu'on doit être entre 5 et 7, non, pour un marathonien, pour performer. Après. Hugo, je vois sur tes mimiques que tu approuves déjà presque. Ouais, donc pour le marathonien, on est sur des valeurs de 6 à 7% de masse grasse. Donc vraiment, la limite à ne pas descendre, c'est 5%. Donc, à mon avis, tu dois te situer plus ou moins autour de cette eau-là de masse grasse en tant que marathonien, et quand je vois comme ça ton physique. On m'a déjà dit que j'étais un faux gros, mais oui, un faux mince. Ouais, on me l'a déjà dit aussi. Ouais, ça c'est... C'est des gens méchants qui disent ça. Tu as déjà fait une évaluation de ta composition corporelle?
Je l'ai déjà fait. Je pense pas que ce soit si fiable. C'était dans des salles de sport, mais avec quelque chose de quand même assez coûteux. Mais après, j'ai pas continué. J'ai plus été dans cette salle-là. Donc, C'était avec une balance impédance mètre. oui, je devais tenir des choses. Ouais, ce qui est, c'est que les balances impédance mètre ne sont pas toujours très fiables parce qu'elles prennent en compte seulement la masse grasse du bas du corps. Ah ouais. Et donc, en fait, il faut utiliser un impédance mètre qui, lui, sera plus fiable que la balance impédance mètre. Et tu connais un peu le fonctionnement d'un impédance mètre ou Pas pas? du tout, non. En fait, ça utilise un circuit électrique. Et en fait, comme la masse grasse est peu conductible, contrairement aux tissus qui sont riches en eau et en électrolytes, on peut faire la distinction entre masse maigre et masse grasse. Mais après, il y a d'autres techniques pour évaluer la composition corporelle d'un athlète. Tu peux faire une mesure, il y a la méthode par absorptiométrie de rayonnement X. Ouais. Donc c'est une méthode un peu complexe. Mais si pas, il y a aussi la méthode des plis cutanés avec la pince cutanée, donc comme on vient d'expliquer. Ouais. Ça, Et c'est donc, une bonne idée. pour préciser les propos d'Élise, comme tu le disais, la balance impédance mètre, super important d'avoir aussi des capteurs au niveau des mains, donc des pieds et des mains, pour que le courant électrique soit envoyé dans l'ensemble du corps. Parce que les bêtes balance impédance métrie qu'on vend un peu n'importe où, le courant électrique n'est finalement envoyé que dans les jambes. Et donc, quand tu as l'occasion de te peser sur une balance, fais en sorte que une balance impédance mètre, fais en sorte qu'il y ait aussi les électrodes au niveau des mains pour être sûr d'avoir une donnée fiable de ton poids et du taux de masse grasse, du taux de masse musculaire et du taux d'hydratation. Bon, Maury, je pense que tu dois prendre rendez-vous. Ouais, je vais Pour, prendre rendez-vous. pour Valence, ça semble important. Oui, surtout après le pli cutané. Ouais, ouais, ouais. Chaque épisode, on a l'occasion de pouvoir tester le plat de nos invités. C'est la séquence. Balance ton plat. C'est parti. Nous voici dans la séquence Balance ton plat. Alors, un plat de pâtes ici présenté par Amaury. Donc, pâtes, courgettes, fromage de chèvre. Donc, pas du fromage de Herf. Qu'en penses-tu, Élise? Je trouve que c'est un repas assez riche en glucides. En plus, ça tombe bien parce que Hugo nous fait une hypoglycémie. Donc, on va pouvoir passer à la dégustation de ce plat. On y va? Allons-y. Les courgettes sont bien croquantes, en effet. Hein. Ouais, c'est bien, ça donne un petit peu de texture au plat. Et puis, il y a aussi une petite saveur acidulée avec la présence de citron. Oui. C'est vrai que là, on sent bien la saveur acidulée, comme tu dis. Le fromage de chèvre aussi qui est bien présent, qui apporte les protéines dans cette recette. Et Amaury n'a pas précisé durant la présentation de sa vidéo, mais les pâtes sont cuites al dente. Hein, Ah, c'est parfait pour réduire justement l'index glycémique des pâtes. Ouais. et favoriser la digestion. Et j'ai bien aimé aussi sur le fait qu'il a insisté, et on sent bien ici, sur l'aspect croquant des courgettes, mais surtout sur le fait qu'elles ont subi une cuisson assez douce, donc à faible température, ce qui permet de mieux garder les vitamines et les minéraux. Un autre point à ajouter par rapport à cette recette? Tout est dit. Éventuellement, pour faciliter la digestion, dans le cas où cette recette pourrait être consommée avant l'effort, donc bien éplucher la courgette, enlever les pépins pour vraiment diminuer au maximum les fibres et que cette recette ne pose aucun souci digestif durant l'effort. En tout cas, merci à Amaury pour ce plat. Eh bien voilà, que des avis positifs. On voit qu'il en reste un petit peu dans les plats. Ils sont un petit peu plus lents que toi. Je sais que tu as une petite anecdote à nous raconter d'ailleurs par rapport à ta faculté à manger rapidement. Explique-nous un petit peu. Alors, il y a de ça, avant ma carrière sportive, on va dire, j'ai remporté 2 concours de plus grands mangeurs de fromage de Herf. C'était manger le plus rapidement possible un fromage de 250 grammes lors de la cavalcade de Herve, qui est ma région. On a d'ailleurs une petite photo, ça passe maintenant à l'écran. C'est une performance de sportif de haut niveau, ça, hein, Hugo, clairement. C'est assez impressionnant et on voit toute la détermination du sportif, en effet, derrière cette performance. Ouais. Bon, on va bien évidemment passer à la partie cotation. Amaury, les notes au niveau de l'école, ça allait? Elles seront sans doute moins bonnes qu'aujourd'hui, je pense, vu comment Hugo a mangé. Il ne faut pas dire ça. On y va. Élise, Hugo, la petite notation justement par rapport au plat que vous venez de goûter. Donc moi, je vais attribuer une note de 8 sur 10. Je trouvais que c'était un repas plutôt équilibré, assez bon, mais peut-être un peu simple. Donc c'est peut-être pour ça que je ne te mets pas 10 sur 10. Mais en tout cas, bravo pour l'effort. Toi qui dis que tu n'es pas un grand cuisinier, tu as très bien fait ça.
Merci beaucoup. Hugo, un petit avis? Moi, je vais être un petit peu plus dur qu'Élise. Donc, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on sera, attend. sera quand même au-dessus de la moyenne. Mais je vais te mettre un 6 sur 10. Donc, au niveau de la composition nutritionnelle, on est bon. La bonne répartition dans les différents macronutriments, donc protéines, lipides, glucides. Juste au niveau qualitatif, ça manque peut-être un petit peu de couleur. Et moi, personnellement, vu tes antécédents sportifs en termes de nutrition, je vais dire, j'aurais préféré avoir une variante avec du fromage de Herve. Non, même ça, c'est un peu plus compliqué à cuire. Bon, après cette émission, Amaury, est-ce que tu te sens apte de pouvoir aller chercher la qualification à Valence après tous ces très bons conseils? Ah oui, donc c'est fromage de Herve, c'est ça. Donc ça à éviter. Bah, je vais essayer de mettre ça en place et alors on verra avec les conseils par la suite aussi d'Élise et Hugo pour essayer de performer au mieux à Valence en décembre. Allez, on te souhaite beaucoup de succès. On sera avec Adrien Trébel lors du prochain épisode, un autre sportif de haut niveau évidemment. Et on attend évidemment de voir son plat qui, j'espère, sera très très bon aussi. On a déjà eu quelques petites previews là-dessus. On sait que ça va être bon. Merci beaucoup Amaury. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci Élise, merci Hugo. Avec plaisir. À la prochaine.